Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, je remercie d'abord toutes les personnes qui sont là, au nom du Salon du Livre, de la librairie Sensia et de Tancred. Et nous allons tout de suite commencer avec M. Charneux qui va nous présenter donc, les trois écrivains belges. Voilà, merci. Et donc, nous commençons, je le signale, avec 21 minutes de retard. Ces 21 minutes, je les garde pour tout à l'heure. On nous avait dit 1 heure pile, sinon il y a retrait sur le droit d'auteur, etc. Donc, on est d'accord, 1 heure à partir de maintenant. Nous allons essayer, parce que comment évoquer en 1 heure seulement quelqu'un. Mais quelle belle journée, si on regardait ce qu'il y a dedans. Je regarde. On fera un appel après. Mais il faut. On fera un appel. Ah, ou alors monsieur. Oui, il va le donner. Je donne à l'organisatrice. Voilà. C'est chouette de l'avoir vu. Et il a bien vu, c'est vrai. Donc voilà, nous allons évoquer trois grands noms de notre littérature belge contemporaine, qui sont d'ailleurs tout à fait de la même génération. Ils se sont même rencontrés, certains ou certaines, à l'école, à savoir Geneviève Damas, prix Rossel en 2011 pour Si tu passes la rivière, qui nous parlera de son dernier roman, essentiellement Jackie, chez Gallimard. Et puis Thomas Gunzig, lui aussi, prix Rossel en 2001 pour Mort d'un parfait bilingue. Il évoquera son roman Le sang des bêtes, publié comme les autres au Diable Vauvert. Et enfin, Emmanuel Pirotte, qui a obtenu notamment le prix des lycéens, mais aussi le prix Saga Café Liégeois du premier roman pour tous les 8 livres. Et aujourd'hui, il s'agira d'évoquer Les Reines, publié aux éditions du Cherche Midi. Je vous propose peut-être, pour faire d'abord un peu plus ample connaissance, d'évoquer leur parcours en général, et ensuite nous en reviendrons plus spécialement au roman dont il est question aujourd'hui, et qu'ils vous dédicaceront, il et elle vous dédicaceront, si vous le souhaitez, au stade de numéro 8 et 9 situés en dessous. Geneviève, tu as commencé par le théâtre, en tant qu'auteur et en tant que comédienne, avant de venir au roman. Ton premier roman, je m'en souviens parfaitement, puisque tu l'as publié chez mon éditrice de l'époque, Luce Wilquin, en 2011, et d'emblée, tu obtiens le prix Rossel. Question très simple, pourrais-tu évoquer brièvement, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, la figure de ton éditrice, Luce Wilquin, qui, hélas, nous a quittés voici à peine 2 mois, et d'autre part, le choc, la sensation que tu as reçue quand tu obtiens d'emblée ce prix. Alors, la figure de Luce Wilquin, donc c'est une... c'était vraiment, dans le souvenir que j'ai, un bulldozer. Donc c'était vraiment une femme qui avançait et qui n'avait pas peur du conflit. Donc qui savait qu'elle était une femme dans un monde d'hommes. Qui a eu avec moi beaucoup de... C'était un format particulier, ça veut dire que je ne sais pas si je l'aurais emmené avec moi en vacances. Mais à sa place, elle a fait la différence pour un certain nombre d'auteurs, dont moi. Ça veut dire que, en fait, quand... Je ne sais pas pourquoi, moi je l'avais vue une fois, je la trouvais un peu terrifiante, parce que moi je déteste le conflit. Et donc du coup j'ai reçu 2 propositions d'éditeurs le même jour. Et comme un m'a appelé par téléphone, j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais reçu plein de refus, donc j'avais jamais imaginé qu'elle me proposerait. Et donc quand elle me l'a proposé, j'ai dit bah j'ai déjà dit oui d'un autre côté. Et elle m'a dit ok, mais je mets quand même votre livre dans la pile. Au moment où vous aurez signé de l'autre côté, appelez-moi et je vous enlèverai de la pile. Et en fait, je pense qu'elle avait entendu que l'autre maison d'édition ne se portait pas super bien. Et donc, je crois que 9 mois après, je l'ai rappelé, quoi. Et elle m'a dit comme ça ne change rien. Je vous avais dit, ça sortira en septembre 2011. Vraiment.
Et je trouve qu'elle, voilà, elle était très, pas beaucoup d'état d'âme, pas beaucoup de... Mais voilà, moi en tout cas, elle s'est battue pour ce roman, et s'il est allé si loin, c'est grâce à elle, mais elle pouvait avoir des phrases, par exemple, quand elle a envoyé le roman au jury du prix Rosel, elle m'a dit j'ai envoyé ton roman au jury du prix Rosel, même si tu n'as aucune chance. Voilà, elle pouvait, c'était pas une tendre, quoi. Elle cuisinait très bien, et elle trouvait le temps, enfin, je pense que ce qui la détendait, c'était de cuisiner, voilà, elle réunissait chaque année ses auteurs. Dans une garden party. Elle avait la volonté de faire une famille. Je pense que son côté bulldozer a fait qu'elle elle était, oui, dans ce monde d'œuvre, un peu en ovni. Voilà, elle laisse en tout cas un grand vide, et beaucoup de ses auteurs ont été obligés, forcément, parce qu'elle avait déjà pris sa retraite il y a 2 ou 3 ans, étant donné la grave maladie qui terminait. On s'est retrouvé quand même un peu orphelin d'elle. Et évidemment, le Rosel, en cerise sur le gâteau, le Rosel que tu n'avais aucune chance d'avoir, selon lui, qu'est-ce que tu t'es dit? Forcément, qu'est-ce que je me suis dit? C'est la grande joie, c'est la confirmation immédiate, non? Non, c'est pas ça, c'est Hier, Annie Ernaux se demandait si elle allait accepter ou non le... je pense que nous trois, si on le recevait, on le prendrait, hein, ce prix Nobel. 928 000 euros, excusez-moi. On peut donner une partie à des œuvres. Elle se posait quand même des questions sur la légitimité, etc. Et toi, tu t'es posé cette question-là, ou tu t'es Alors dit, moi, déjà... je gagne au loto, voilà, ça arrive, j'avais une chance sur X. Quand on est dans les finalistes, on se dit déjà, bah, il y a moyen. Alors, je pense que ce qu'on se dit... Alors, moi, déjà... Comment expliquer? Il faut être lucide aussi. Ça veut dire que... Moi, il y avait Armelle Job qui était dans la sélection, il y avait Françoise Lalande. C'est des écrivains qui ont une œuvre conséquente. Donc, si vous le recevez, alors que ces gens-là ne le reçoivent pas, c'est que vous savez que, comme dans tout jury, il y a un marchandage. Ça veut dire que je pense que quand on arrive dans les finalistes de Rosel, pardon Thomas, puisque Thomas est dans le jury, je peux dire une chose horrible. Je ne vais pas dire une chose horrible. Tout ce que tu veux. Parce que Thomas est dans le jury. Mais donc, oui, c'est ça, je me dis qu'on arrive à un niveau où les romans sont relativement... voilà. Donc c'était ça. Je me suis dit que c'était un cadeau, que ça voulait dire que je devais continuer, que c'est un cadeau dans ma vie. Après, je ne me suis pas dit, voilà, je suis arrivée, et je pense que tout était à faire. Voilà, je sais pas. Du coup, j'ai pas du tout entendu. Je vais pas dire la chose méchante, Mais parce vas-y, que Thomas était dans le jury l'année qui m'a été Oui, c'est vrai. décernée. Et on s'est déjà expliqué à ce sujet. Je peux le dire? Oui, oui, bien sûr. Non. Mais si, vas-y. Voilà, Thomas n'a pas lu mon livre cette année-là dans le jury. Voilà. Moi, je me souviens quand Maudit... Donc il n'a pas voté pour moi. Quand Maudit Mais je l'aime quand même beaucoup. Je t'aime beaucoup. Peut-être parce qu'après on a appris à s'aimer, c'était très beau ce qui s'est passé. Parce qu'après... Non mais c'est parce que des fois il y a des auteurs qui supportent pas quand soit on lit pas, soit on n'aime pas leur bouquin, et alors ils vous en veulent à vie. Eh ben Geneviève, tu vois qui choisit. Et moi j'ai lu tous ces livres. Non mais attends, après j'ai lu Bluebird et plein de trucs que j'ai adoré. Et tu sais que j'ai jamais lu après. On réglera ça en privé ensuite. Bon les gars, on va attendre peut-être d'avoir fini. Deuxième question, Geneviève. Brièvement, je crois comprendre, j'ai l'impression en lisant tes romans, que ton expérience préalable, et d'ailleurs pas préalable mais concomitante, puisque tu continues au théâtre évidemment, que ça joue sur peut-être ta technique des voix narratives. C'est-à-dire que c'est pas Geneviève Damas, romancière balsacienne, omnisciente, etc. Balsacienne. Balsacienne, omnisciente. Ce n'est pas. Ça n'est pas. Mais c'est quelqu'un qui fait parler, qui donne la voix précisément à le petit paysan de Si tu passes la rivière, avec son langage. C'est 3 voix dans Patricia, par exemple. Et ici aussi, c'est une voix qui n'est pas la voix de Geneviève Damas, qui est la voix, nous en parlerons tout à l'heure, de
de ce garçon qui écrit un travail de fin d'études à propos de son ami Jackie. Je pense que c'est lié, je ne sais pas, hein, à ta pratique du théâtre, faire parler d'autres personnes, mais c'est peut-être aussi compliqué d'adopter le langage de quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout de ton milieu, enfin, un jeune garçon des banlieues, etc. Alors en fait, moi, je pense qu'évidemment, la manière dont s'organise le langage dans chacun de nous dit quelque chose de lui. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est pour ça que le théâtre m'intéresse, c'est comment on parle, et surtout parce qu'on est en Belgique, même si on parle français, on a une manière d'utiliser la langue qui est singulière. Et si les auteurs, je pense, des années 90, moi je sais, c'est mon analyse, ma théorie, mais de dire que les auteurs des années 90, des gens comme Jacqueline Hartmann ou je dirais François Emmanuel, même si toujours avec l'écriture, ça n'a rien à voir, mais eux, ils ont prouvé au monde francophone qu'ils pouvaient écrire à la manière des Français. Et donc, j'ai l'impression que notre génération, elle est plus en train de dire, nous, on prend cette langue et elle nous appartient à nous, à notre manière. Et donc, moi, j'aime rendre compte de différents états de la langue. Il me semble que, et de ces différents états de langue, fait qu'on entend des vies, on entend des chemins, on entend des gens qui, a priori, ne sont pas des héros littéraires comme on a pu les imaginer, comme on peut l'imaginer les siècles précédents. Voilà, ça, c'est mon travail. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que j'aime ça que aussi je fais du théâtre, ou si c'est pas... Enfin, voilà, je pense que les deux sont le théâtre est venu avant, chronologiquement, disons. Bon. Oui, parce que je pense qu'il me semblait que dans mon urgence de dire, je pouvais mieux s'épanouir dans le théâtre. Et puis à un moment, j'étais confrontée au fait que je ne trouvais pas les textes que j'avais envie de dire. Je les ai écrits et puis de fil en aiguille, voilà. Bien. Alors, passons à Thomas pour peut-être une présentation générale également. Toi aussi, Thomas, tu reçois le Rosel pour ton premier roman, si je me souviens bien. Il y avait peut-être eu un petit recueil de nouvelles avant. Mais... Il y en avait eu 3. Des recueils de nouvelles. Ouais. Mais c'était le premier roman. Non, c'est que j'avais publié depuis 90. Mon premier recueil en 92. Recueil de nouvelles. Donc, ça faisait presque 10 ans que je publiais des trucs. C'est ça. Ouais. Et donc là, c'est une vocation plus immédiatement romanesque, hein, même si après il y a eu du travail de théâtre, etc., etc. Et bon, même question, la surprise, l'incompréhension, le waouh, quand tu reçois le Rosel pour la partie bilingue en 2001, et je me souviens bien. Alors, comme je te l'ai dit, je publiais des recueils de nouvelles depuis presque 10 ans, j'en avais publié plusieurs. Et j'étais un peu le petit rigolo de l'histoire, toujours. On disait, ces petites nouvelles noires, bizarres, tordues, etc. Donc je ne me prenais pas du tout au sérieux. C'est l'impression que j'avais. Et puis, ce fait que j'ai eu ce Rosel et que je m'en suis quasi pas rendu compte parce que j'avais ma première gamine qui venait de naître. Donc j'étais complètement dans ce truc-là. Puis on m'a dit, t'as le Rosel, j'ai été le récupérer vite fait à la rédaction dans une espèce de cérémonie qui n'en était même pas une. Et puis, en fait, ça n'a absolument rien changé, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu de bandeau, il n'y a pas eu de ventes colossales qui m'ont permis d'être extrêmement riche et tout ça. Donc ça n'a rien changé, si ce n'est qu'après, chaque année, je ne m'en suis plus fait en me disant « Ah, peut-être que j'aurai le Rosel cette année-ci ». Je m'en foutais, il fallait l'avoir une fois. Et puis alors, il y a aussi le fait d'entrer dans le jury, qui est une expérience ça peut être intéressant. Ouais, mais c'est chaud, parce qu'on reçoit quantité de livres, j'ai pas fini de tout lire. On reçoit, il y a des livreurs qui nous ont apporté des livres encore il y a 4-5 jours, quoi. Et tu essaies quand même de tout regarder. Il y a des livres, forcément, tu vois très vite que ça va pas me convenir du tout, donc je lis pas tout. Mais les livres qui sont un peu intéressants, oui, tu vas jusqu'au bout. Donc c'est un travail qui commence avant le mois d'août, et c'est un travail sérieux, donc du mois d'août jusqu'à maintenant, c'est plusieurs livres par semaine que j'essaie de bien faire. Ouais. Et j'ai beaucoup, je me suis amusé en lisant Feel Good avec ce personnage de jeune romancier qui, à mon avis, ressemble un peu à celui que tu as pu être à cette époque. Un petit extrait. Il travailla en injectant de l'obscurité et de la bizarrerie dans ses histoires, parce que pour lui, l'obscurité et la bizarrerie étaient les caractéristiques les plus susceptibles de faire de lui un auteur culte.
ça ressemble à ce que je disais sur le côté le gars inclassable et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a donc des points communs entre ce personnage de Feel Good et ton jeune personnage de romancier de tes débuts, avec des descriptions extraordinaires de foires littéraires, etc. On se retrouve un peu tous là-dedans. Et en même temps, est-ce que tu ne crois pas que depuis Mort d'un parfait bilingue, ton écriture, c'est, j'emploie un adjectif que tu vais modifier, en quelque sorte assagie? Oui, certainement. Mais alors, ce qui se passe quand on commence à écrire, je pense que c'est un peu parce que quelquefois je travaille avec des jeunes gens et je sais pas comment ils travaillent. Et c'est assez amusant quand on découvre toutes les possibilités qu'il y a dans l'écriture. C'est un peu comme quand vous découvrez au tout début Photoshop. Hein. Oui. Alors vous avez votre photo de famille et puis vous essayez tous les filtres, on sature les couleurs, et on aime bien mettre des trucs et on s'amuse beaucoup comme ça alors que c'est très moche en fait. Et en fait, le travail avec l'expérience, on apprend à se servir avec parcimonie de ces outils-là et avec plus probablement de justesse. Donc c'est juste que je sature moins les trucs, quoi. Voilà, j'ai moins besoin de mettre les filtres partout, le volume au maximum. Voilà, je pense qu'elle ne s'est pas assagie, elle s'est affinée. Je mettais des guillemets et je cherchais peut-être voilà. Affiner. Voilà. Oui. Ouais. Mais quand je lis des textes maintenant que je faisais il y a longtemps, mon petit gars. C'était voilà. Celui qui tape le plus possible pour l'obscurité et la bizarrerie, ça va peut-être marcher. Je me souviens qu'à l'époque, on comparait régulièrement Thomas Bozic avec Nicolas Ancion, vous avez exactement le même âge, et il était dans un univers pas tout à fait identique, loin de là. Mais il y avait une comparaison dans l'originalité. Peut-être qu'on aime tous les deux l'imaginaire. L'imaginaire. Voilà. Bien. Alors, pour faire un peu plus ample connaissance avant d'aborder vos romans contemporains avec Emmanuel, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ta bibliographie, c'est que, si j'ai bien vu, à moins que d'autres soient cachés ou 15 romans dans les tiroirs comme une certaine Amélie Nothomb, en 2015, Today We Live, c'est un premier roman, si j'ai bien vu. Et puis, après, je vois 2016, 2018, 2019, 2021, 2022. Alors, apparition soudaine d'une vocation, ou quoi? Comment ça s'est passé? Mais oui, apparition soudaine d'une vocation. Enfin, oui, sans doute, c'est ça. Je pense que à partir du moment où le premier a été publié, je me suis dit, c'est bon, je peux le faire. Alors que pendant très longtemps, j'ai écrit en me sentant tout à fait illégitime par rapport au fait que mon père occupait la place, que j'avais une relation avec lui qui était assez conflictuelle, assez douloureuse pendant très longtemps. Ça s'est bien terminé, mais disons que ça n'a pas toujours été facile. Et lui-même, la perspective que je puisse écrire, je pense que ça ne le traversait même pas. C'est-à-dire que je ne correspondais pas à l'écrivain qu'il avait en tête. Et donc, moi, je le sentais très fort. Et même si j'avais très envie d'écrire, j'écrivais déjà un peu pour le cinéma. Mais je tournais autour du pot, en fait. Pendant des années, j'ai tourné autour du pot. Et j'ai écrit des romans entiers, enfin un roman entier, deux débuts de romans, qui étaient vraiment dans les tiroirs. Quand Amélie dit j'ai plein de romans dans les tiroirs, moi c'était vraiment mon cas. À l'époque j'écrivais pas encore, j'écrivais à la main, et c'est des feuillets, des cahiers remplis qui étaient comme ça fourrés dans des endroits avec les dessins de mes filles, et je fourrais ça dans une armoire un peu fourre-tout, pleine de broles. Et puis à un moment donné, quand Tout Début Livre est paru, ben, évidemment tout ça prenait sens. Je me suis dit mais au fond c'était pas si nul, en fait c'était pas mal finalement, si j'en ai publié un, je peux en faire d'autres. Et là, le virus m'a vraiment prise, mais ça a été compulsif, complètement compulsif. Et ça l'est toujours. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, je n'ai pas cessé d'écrire, je ne cesse pas d'écrire. J'ai la chance que je ne fais de faire que ça. Voilà. C'est ça aussi. C'est ce que je disais, on ne peut pas écrire. Mes collègues ne font pas que ça. On ne peut pas écrire à ces moments perdus un roman comme celui-ci. Oui, ça c'est une longue haleine. Et puis oui. Emmanuel a évoqué quelque chose, je ne l'aurais pas dit, mais puisque tu l'as dit, donc tu es la fille de Jean-Claude Pirotte, qui lui aussi a obtenu le Rossel en 89, je ne sais plus, non, 87 je crois. Voilà. Et par ailleurs, il me semble qu'une thématique qui apparaît assez régulièrement dans tes livres est la thématique de l'enfance. Deux phrases que je trouve magnifiques. Ne reste-t-on pas éternellement les enfants que nous fûmes? C'est dans nous et les hommes. Ne subsiste-t-il pas au fond de nous, c'est là que l'image est belle, une ligne très ancienne,
comme celle qui dort au fond des vieilles bouteilles. Et dans Les Reines, tu écris par exemple, ne dit-on pas que les hommes restent des enfants leur vie entière. Il me semble que donc, ces enfants tiennent une place particulière dans tes romans. L'enfant qui reste dans l'adulte, l'enfant aussi, l'enfant meurtri, l'enfant abandonné, l'enfant perdu, l'enfant trouvé, l'enfant adopté, l'enfant mort en bas âge, l'enfant tué, y compris par ses parents et par sa mère. Et voilà. C'est une excellente lecture et une excellente question, parce que c'est vrai que c'est vraiment au cœur de chacun de mes livres. Dans chacun de mes livres, il y a des enfants toujours partout, quelque part, et pas seulement, effectivement, ceux qui restent en nous toujours. Ça, c'est une forme d'obsession chez moi aussi. Enfin, c'est une obsession pour la fidélité à l'enfant qu'on était. J'ai l'impression toujours que si on trahit l'enfant qu'on était, on ne devient pas la personne qu'on doit devenir. Et voilà. Donc ça ressort dans mes bouquins, mais aussi des histoires, effectivement, d'enfants, de véritables enfants, pas les enfants dans les adultes, mais qui ont des parcours extrêmement chaotiques, douloureux, un peu tragiques, vraiment, au sens premier du terme. Oui. La tragédie, oui, de l'abandon, du rejet, et puis de la découverte de l'identité des années plus tard. Tout ça m'obsède. Pourquoi? Et là, je suis incapable de répondre. C'est toujours ça, c'est vraiment quand des choses traversent j'allais dire ça un peu prétentieux, j'aime ce mot-là, mais enfin bon, vos ouvrages, vos récits, et que vous savez que ça vous tient à cœur, et que chaque fois que vous recommencez un livre, vous savez qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir un rapport avec ça, et vous ne savez pas pourquoi. Alors c'est compliqué. Parfois on écrit en sachant très bien d'où viennent les thèmes, parce que simplement des blessures, souvent dans l'enfance quand même, la plupart du temps, vont être pensées, vont être soignées par l'écriture, par l'écriture et au moment où le récit est reçu par le public. Il y a comme quelque chose qu'on donne en partage là et qui soigne véritablement. Chez moi, je ne sais pas à quoi ça remonte. Peut-être qu'il y a des choses dont je suis parfaitement inconsciente encore. Je n'ai jamais fait de psychanalyse, je ne sais pas. Qui expliquerait que ça soit tellement obsessionnel. Mais je n'ai pas de réponse, si ce n'est que je pense quand même que je pense aussi qu'on peut, parce qu'on est tellement à l'ère de l'analyse un peu psychanalytique des ouvrages, enfin, que ce soit de l'autofiction ou de la pure fiction, on essaie toujours de savoir s'il n'y a pas des raisons profondes, personnelles, pour écrire telle et telle chose. Bon, c'est très intéressant, mais il faut quand même revenir à l'idée que le romanesque, le roman, c'est aussi le fantasme, c'est le rêve, c'est l'absolue liberté d'imaginer des gens, des situations, des époques, des mondes qui n'existent pas. Enfin, moi, c'était mon cas, pour le dernier ouvrage, etc. Et donc, ce fantasme au cœur du romanesque, enfin, qui pour moi doit l'être, il y est, et dont on parle peu, finalement. On n'arrête pas, aujourd'hui, de nous plonger dans le réel qu'on a vécu, le réel. Eh bien, ce fantasme est merveilleux. C'est à ça que je pense, mes collègues ne me diront pas le contraire. On a aussi besoin de ça, et on peut aussi se projeter dans quelque chose qui est du domaine, oui, de la projection, du rêve. Et moi, l'enfance, ça me passionne aussi, peut-être tout simplement parce que, en soi, c'est infiniment passionnant et infiniment questionnant. Voilà, tout simplement. Il y a près d'un siècle, André Breton, dans le premier manifeste du surréalisme, écrivait quelque chose comme ça. Seul le merveilleux est capable de féconder un genre de qualité inférieure comme le roman. Après, ça commençait bien, ça finit moins bien. Sous-entendu, le genre roi, c'était la poésie. Et donc, le roman, oui, s'il y a du merveilleux. C'est un peu c'est très intéressant, on très bien de se souvenir quand même de choses comme ça aujourd'hui. Parce que le merveilleux, il est plus trop au cœur des préoccupations des romanciers. Et concernant le fait de ne pas faire de psychanalyse, il y a Simenon, je crois, qui discutait avec Charlie Chaplin et qui disait quand quelqu'un a une dépression nerveuse ou quoi, il va trouver un psychiatre et ça lui coûte quand même pas mal. Et nous, quand on nous avons un gros problème, on écrit un livre et quand tu fais un film, et on nous paye pour ça. Oui, c'est génial, je la connaissais celle-là. Cela dit, je m'empresse de dire que je ne vais pas voir de thérapeute, tout simplement, parce que je n'ai pas de mépris, absolument pas. Je veux dire, je sais, d'ailleurs, je pense que je devrais, chacun d'entre nous. C'est juste que j'ai peut-être pas le courage. Donc voilà, les livres ont bon dos, on dit oui, voilà, on se soigne dans les livres. Bon, est-ce qu'on se soigne? Laissons la poussière sous le tapis. Oui, voilà, il y a un peu de ça. On va revenir maintenant aux œuvres que vous dédicacerez tout à l'heure, et notamment Geneviève, ton dernier livre chez Gallimard, Blanche Gallimard quand même, bon, hein, et c'est Jackie.
à des titres très brefs comme Bluebird, Patricia, Jackie. Et tout à l'heure, nous évoquions, et tu évoquais les voix narratives, hein, donc les voix théâtrales, hein, proches. Celui-ci n'échappe pas à la règle, parce que dès le premier chapitre, nous découvrons cette voix, qui n'est pas la tienne, qui est un narrateur en jeu, et en même temps, nous découvrons tout de suite le thème du roman, et jusqu'à sa division en chapitres, c'est très original, parce que ce roman de l'auteur Geneviève Dama, c'est en même temps le travail de fin d'études d'un certain élève Ibrahim. Alors, cette idée, elle était venue, je pense, d'une expérience vécue. Alors, l'idée d'en faire un travail de fin d'études, c'est toujours parce que je me demande, enfin, toujours quand quelqu'un parle en jeu, qu'est-ce qui fait que pendant 200 pages il parle, quoi. Enfin, donc j'essaie toujours de trouver une raison bien particulière pour adresser le discours. C'est plus facile pour moi d'écrire en jeu aussi parce que j'ai l'impression que je ne juge pas la situation. Ça veut dire que je laisse le lecteur juger, mais que j'ai toujours du mal à ne pas avoir de point de vue à la troisième personne. Et je trouve que parfois ça obscurcit le propos. Et donc effectivement, donc l'expérience vécue, c'est que l'année scolaire 2015-2016, moi j'habite Scarbeck, près de la cage aux ours, et durant cette année scolaire, il y avait un jeune qui revenait de Syrie et qui était en réto. Il venait d'une autre école de Scarbeck, mais comme on ne l'avait pas réintégré dans son école d'origine, parce que, enfin voilà, pour couper les contacts qu'il y avait. Et donc c'était le début des retournises, et la question, enfin, de comment on les accueille, qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus développé. Je vois par exemple à Scarbeck, ils savent qu'ils vont réaccueillir 300 enfants, donc il y a tous des dispositifs qui sont mis en place, mais là c'était vraiment le début. Et donc le seul mot d'ordre qu'on avait reçu, c'était « il ne vous parle de rien, vous ne lui parlez de rien ». Et je trouvais que c'était vraiment... oui, c'était vraiment... Et en plus, on voyait bien que ce jeune, il était relativement adorable, mais que, voilà, qu'il n'était pas du tout au même endroit que les autres. Et ne pas prendre en compte cette dimension-là, je trouvais, était vraiment pédagogiquement catastrophique. Et donc, moi, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Et donc, l'année suivante, avec ma compagnie, on a mis sur pied ces ateliers d'écriture où on met une classe de jeunes principalement de culture musulmane, et en fait, une classe de cette école-là. Une classe du collège Saint-Michel, enfin ça c'était pour le projet pilote, maintenant il va y avoir d'autres classes, mais une classe de l'Athénée Galinou, qui est un Athénée juif qui est situé à Uccle. Et donc voilà, et donc la fiction, ça a été de me demander si ce jeune, parce qu'évidemment j'ai mis ça sur pied, et puis il était déjà parti dans le supérieur, mais si ce jeune avait participé à cet atelier, est-ce que ça aurait pu avoir un impact? Parce qu'il faut savoir que dans mon quartier, qui est un quartier relativement, je dirais relativement précarisé de Bruxelles, les jeunes qui sont principalement d'origine nord-africaine sont relativement antisémites par ignorance. Ça veut dire qu'ils vivent vraiment très fort la condition du peuple palestinien, et ils font des amalgames qui fait que la politique d'État d'Israël qu'ils détestent, ils l'assimilent au fait d'être juifs. Et du coup, dans ces ateliers où ils ne font qu'écrire, on ne parle pas du tout des différences. Parfois, ils tombent de leur chaise en rencontrant des juifs pro-palestiniens. Je ne pensais pas que cette équation pouvait avoir lieu. Et donc voilà, et je me disais que moi, voilà, faire des choses ensemble, voilà, c'est plus fort que tous les discours. Et donc, ce garçon, en fin de ce qu'on appelle chez nous la réto, doit, comme tout le monde, réaliser, pour son cours de français, je pense, un travail de fin d'études. Et il ne sait pas du tout sur quoi il va écrire. Et puis il se dit, il a l'idée d'écrire sur Jackie. C'est Jackie, donc, qui est un garçon juif qu'il a rencontré à l'occasion de cet échange, etc. Et là, on a vraiment la naissance d'une belle et étonnante amitié. C'est très beau. Donc c'est un beau hasard. Oui,
effectivement, donc le professeur veut vraiment qu'il s'en sorte et donc ouvre vraiment en disant on fait un travail sur n'importe quoi parce qu'il est évidemment à la limite du décrochage scolaire. Et donc effectivement, lors de cette journée de rencontre, il screen assez vite Jackie et il se rend compte en fait que comme lui, il est en marche de sa communauté. Donc comme lui, il a dû faire quelque chose qui fait qu'il n'est pas intégré dans le groupe. Et donc au début, il ne sait pas quoi, mais en tout cas, il va se reconnaître, je pense, dans Jackie, et donc ils vont avancer à deux jusqu'où ils pourront. Et on a vraiment donc le TFE annoncé chapitre par chapitre comme ça, avec notamment des très beaux chapitres. C'est le portrait de Jackie par Ibrahim et le portrait d'Ibrahim par Jackie, parce que tout au début, on les a mis l'un à côté de l'autre et ils ont été obligés par les profs, il faut qu'on aille faire son boulot, quoi, de se poser des questions. Et toi, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes intérêts? Je prends des notes et puis je rédige ton portrait. Et ça, ce sont ils se rendent compte en fait qu'il y a beaucoup plus de ressemblances que de différences entre leur vie. Oui, alors ça c'était ça c'est tiré de l'expérience. Donc la première année où on a fait ces rencontres, donc ça c'est dans le vrai, il y avait une jeune fille de l'école du jeune qui était arrivée voilée. Or on avait bien dit que c'était dans le cadre scolaire, même si on était hors de l'école et qu'il n'était pas question qu'elle soit voilée, mais voilà, elle n'avait pas démordu. Et on l'avait mise en binôme parce que le hasard, on fait... Elle avait été en binôme, donc ils devaient écrire l'un sur l'autre avec un jeune garçon trans de Ganinou. Et donc c'était vraiment, je me rappelle que ce jeune garçon était habillé tout en noir, c'était vraiment l'union des contraires. Et au bout d'une demi-heure, cette jeune fille a sorti un texte, lui et moi on est pareil. Enfin, pour moi j'avais voulu les regarder, mais je ne voyais pas ce qu'ils avaient de commun. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai recroisé le garçon trans par hasard il y a quelques mois. Et il m'a dit moi j'envoie vite un message à Issane. Et donc, ces deux-là qui se vivaient pareil et qui sûrement ont raison de se vivre pareil, et moi je ne voyais que des apparences, sont restés en contact. Et je me suis dit que voilà, si dans la vie. Enfin, je ne pourrais pas raconter cette histoire-là parce qu'on ne croirait pas. On me dirait mais non, mais ça c'est vraiment invraisemblable. C'est trop drôle. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est un romanesque ancré dans le réel. Voilà. Ton roman, d'ailleurs, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que ton roman pourrait être lu par une classe d'adolescents. Nous avons heureusement en Belgique encore des gens au ministère qui s'occupent d'envoyer des écrivains dans des classes. Bon. Et je pense que vraiment ce roman, lu par une classe d'adolescents, dans le cadre d'un cours, pas forcément même au cours de français, mais dans un cours de citoyenneté, etc., à propos de la tolérance, ça pourrait marcher du tonnerre. Est-ce que tu l'as écrit dans cette intention? Je suppose que non. Ou alors est-ce que, bon voilà, c'est le résultat, ou alors non, ça ne marche pas, personne ne te le demande. Enfin, non, alors a priori je ne me dis pas je vais écrire, voilà. Je me dis que parfois on manque de narratif et je trouvais qu'il fallait écrire une... Enfin, je pensais... Enfin, c'est débile, hein. Mais deux jeunes qui s'aimaient avant l'écriture de Roméo et Juliette et qui avaient des familles qui se haïssaient. Ils devaient penser, on est des parias, on est... On raconte votre histoire. Et maintenant, il y a Roméo et Juliette, deux jeunes qui s'aiment dans des familles opposées, ils disent juste, on est des Roméo et Juliette, c'est tout. Mais donc, il y a une légitimité pour ça. Et il nous faut des histoires parfois pour légitimer nos positions, nos actions, etc. Et moi, je trouvais que dans notre ville, enfin, moi, je vois à Bruxelles, vraiment, la ville est organisée par quartier, donc on est vraiment dans des identités, je trouve, qui se réduisent, où on n'est plus que défini par sa religion, alors qu'on peut définir par sa religion le club de foot qu'on soutient, la musique qu'on écoute. Et alors, si on a des identités multiples, c'est pas difficile, on trouve plein de possibilités d'accroche. Et donc, je me disais, j'avais envie d'écrire une histoire qui puisse légitimer cette chose-là. Il y a un beau passage, je trouve, c'est ils décident ensemble de se mettre à courir et ils vont préparer les 20 km de Bruxelles. J'ai vraiment pensé à ce beau passage de La Peste de Camus où Rieux et Tarou se disent, vous savez ce qu'on devrait faire pour l'amitié?
d'eau, on va aller se baigner, et ils vont nager ensemble dans la mer. Alors que c'est la peste tout autour d'eux, et ils vont vivre une demi-heure hors de la peste. Ici aussi, il y a une peste autour d'eux, qui est la haine, disons peut-être, l'incompréhension. Je ne raconte jamais la fin d'un livre dans une présentation, et je déteste le quatrième de couverture où on dit souvent, même parfois à la fin du livre. Mais est-ce que l'une des morales, peut-être s'il y a morale, encore une fois, ce n'est pas le but, mais est-ce que ça ne pourrait quand même pas être, on est toujours rattrapé par son passé finalement. Ah non. Non, c'est pas non, ça. non, non. Pas ça. Non, non. Ou alors j'ai mal compris Si, la fin. enfin pour moi, oui, peut-être, oui, oui, mais en tout cas, s'il y a une morale, ce n'est pas celle-là. Non. Moi, je crois que s'il devait y avoir une morale, enfin moi, et en même temps, je crois que c'est pour ça que j'écris, ça veut dire c'est pour poser passer au-delà des apparences et poser la question de la réinsertion. Est-ce que, parce que moi, ça me rend quand même assez dingue de penser qu'on laisse des enfants dans des petits-enfants dans des camps, dans des situations mais abominables, et donc la question de... voilà, donc au moment où ils ont abattu Mohamed Merah, Claude Guéant a prononcé ces mots, personne ne pleurera sur la mort de cet homme. Moi j'ai trouvé ça révoltant, parce que c'était un enfant de France. Donc il y avait quand même, je trouvais, je sais pas un pleur, mais il y avait quand même, c'est le symbole d'un échec social, d'un échec pédagogique, d'un échec culturel, d'un échec politique. Et donc, au-delà de ça, je trouve que la question qui est posée dans Jackie, est-ce qu'une fois qu'on est... Enfin, qu'on est sorti des clous, qu'on a transgressé, est-ce que dans cette société, il y a une place pour nous, pour qu'on puisse revenir? Et je pense que, quelque part, Ibrahim, le personnage principal, il a encore des choses à faire dans cette société, dans cette ville. Après arrive ce qui arrive et qui... Ce qui arrive peut-être, d'ailleurs. Oui. L'avant-dernier chapitre n'est pas... Il n'y a pas de certitude sur son avenir. Alors, Thomas, Geneviève vient de nous dire qu'elle était partie d'une expérience vécue en classe, etc. Je crois que tu n'as pas vécu l'expérience décrite ici, ou alors, voilà, on va savoir bientôt pourquoi. Peut-être qu'on passe aussi à l'échelon dans le cadre du merveilleux, romanesque, dont on parlait tout à l'heure, mais quand même. Un garçon qui s'appelle Thomas, et qui décrit un protagoniste qui s'appelle Tom, qui a franchi en 2020, Tom, le cap de la cinquantaine, et qui se décrit avec... Il a une caricature peut-être, ou alors je me suis complètement trompé. Hein. Les proportions étranges de son visage, son nez, ses oreilles, ses paupières, ses lèvres et son front étaient trop grands, sa mâchoire trop fine, son menton trop pointu, etc. Est-ce que dans le fond, tu ne ferais pas ce que beaucoup d'entre nous adorent, à savoir réaliser une espèce de clown de soi-même, hein, et qui va vivre une aventure absolument... étrange. Est-ce que c'est parti de là ou c'est quelquefois l'écriture écrit toute seule aussi parfois, tu vois ce que je veux dire? Alors. Parce qu'après, là, on va partir dans le romanesque. Mais y a-t-il quelques petits points communs? Oui, ah oui. Allez, on va dire que oui. On est nel mezzo del cammino di nostra vita, c'est-à-dire que dans 50 ans, le milieu de la vie et le personnage de Tom, en tout cas, je n'ai pas dit Thomas, se demande qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. C'est quand même un des thèmes principaux du roman. Tout à fait, tout à fait. Tu désires que je développe ma réponse. Nous avons encore... non, mais voilà. Non, mais c'est-à-dire, oui, non, d'accord. C'est-à-dire que c'est toujours extrêmement difficile de parler d'un roman en fonction de son thème. Je me rappelle quand j'étais un enfant, que j'arrivais en classe, on me disait, voilà, le thème de la semaine, et déjà, ça m'énervait. Je voulais pas, je m'emmerdais, pourquoi est-ce qu'il faut un thème alors, et c'est pour ça que j'ai souvent un peu une réticence à parler de mes livres de cette manière-là, en disant, voilà, c'est une histoire avec un personnage, il va lui arriver ceci, parce qu'en fait, c'est pas ça l'important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, permettez que je cite,
Robert Louis Stevenson, l'auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui a écrit « Toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même ». Et en dehors de ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire, on peut écrire l'histoire d'un caillou. Si l'histoire est travaillée, élaborée de manière à arracher le lecteur à lui-même et qu'il a l'impression de faire un voyage émotionnel et d'oublier qu'il est en train de lire un livre dans un bus, dans une salle d'attente, etc., c'est bien. Alors on ne va pas résumer, l'histoire reste un caillou sur une plage, quand soudain un autre caillou, parce que ce n'est pas ça l'important. La thématique peut être bien écrite, mal écrite, ça peut être un échec ou une réussite. Et en fait, ce qui m'intéresse, il y a une autre, permettez-moi de citer encore une fois, Peter Brook qui dit « Le diable, c'est l'ennui ». Là, on peut tout faire, raconter toutes les histoires avec telles intentions. En fait, ce qui est préalable à l'écriture de l'histoire, c'est un peu de la cuisine interne. Si le livre que vous avez écrit arrache le lecteur à lui-même et qu'il ne s'ennuie pas, alors, voilà. Et c'est vrai que ce que je préfère travailler personnellement, une fois que j'ai une idée qui m'excite un peu parce que je la trouve marrante et intéressante, ce que j'aime bien travailler, c'est finalement l'écriture elle-même. Parce que sinon, on ferait des films, on ferait du théâtre, on ferait de la BD. Mais l'écriture elle-même, c'est un voyage dans les mots, dans ce que les mots provoquent de plus intime, de plus charnel. Le style est une expérience onctueuse. Quand on lit un truc qui vous plaît vraiment, on a cette impression de chaleur, d'onctuosité, de confort dans les mots, et c'est merveilleux. Et d'ailleurs, des années plus tard, après avoir lu un livre, en fait, le thème du livre, on l'a plus ou moins oublié, le nom, les finesses du scénario, on a oublié, mais par contre, ce qu'on n'a pas oublié, c'est les émotions qui vous ont traversé lorsque vous avez lu le livre. Et lorsque vous offrez le livre, vous n'offrez pas ça parce que Jacqueline a traversé la rue à la page nord, mais parce que vous espérez que le lecteur ou la lectrice à qui vous offrez le livre éprouve et vive les mêmes émotions qui ont été les vôtres lorsque vous l'avez lu. Donc voilà. Donc effectivement, c'est peut-être un livre qui met en scène un personnage qui me ressemble un peu, à qui arrive des trucs, mais peu importe. J'espère que c'est un livre qui arrache le lecteur ou la lectrice à lui-même et qu'il ne s'ennuie pas. Et il est très très vite arraché à lui-même, comme Tom est arraché à lui-même, parce que quand il rencontre ce personnage, il faut quand même qu'on en parle, dont phonétiquement, on va l'appeler, peut-être faudra-t-il décoder ensuite cette phonétique N-Zeta. Là, il va basculer, il va peut-être enfin se rendre compte pourquoi il vit justement à 50 ans. Bon. Mais les personnages aussi qui l'entourent sont interloqués, et le lecteur se dit waouh, là est la trouvaille littéraire de Mulzic, elle est là dans ce personnage d'Enseta quand même. Mais il faut dire qui c'est ou non, on laisse la surprise. Mais en fait, ce qui est intéressant de nouveau, il y a deux choses merveilleuses qui se trouvent dans l'esprit, dans nos esprits, à la fois les auteurs, mais à la fois les lecteurs. C'est la curiosité et l'imaginaire. Et c'est quand même intéressant de quelle manière l'imaginaire est quand même une des facultés humaines les plus merveilleuses qui soient, et les plus importantes pour s'adapter aux changements qui traversent le monde, tout simplement. On est dans une société qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup d'imaginaire pour parvenir à survivre à ces changements-là. Et comme l'imaginaire est laissé souvent de côté dans... Est-ce qu'on a un homme politique ou une femme politique qui parle d'imaginaire? Jamais. Jamais. Hein? Et c'est quand même un truc fondamental. Parce que c'est lorsque, en tant qu'auteur, vous avez une idée, ou en tant que lecteur, vous dites « Ah tiens, c'est une histoire qui a parlé de ça », il y a cette petite flamme, cette petite chose qui, soudain, vous réveille de cette léthargie qui est la vôtre tout au long de la semaine, et qui éveille en vous des tas de projections, des tas des tas de choses qui font que vous avez envie d'aller dedans. Et effectivement, l'idée de cette femme, qui est une femme qui va affirmer qu'elle n'est non pas une femme, mais une vache génétiquement modifiée de manière à ressembler à une femme, moi ça m'excitait, ça me faisait rire. Puis d'un moment j'avais des tas de scènes qui me venaient en tête, voilà, des scènes de famille, cette femme qui va arriver dans la famille de ce pauvre homme et qui va dire bah, moi je suis une vache, en fait, tout cela, machin. Voilà, et j'imaginais, en fait, quand on fait apparaître un élément comme ça, de l'ordre du surnaturel dans le monde réel, l'important, évidemment, c'est que le monde reste le plus réel possible. C'est ce contraste qui est intéressant. Voilà, c'était
à la base du roman, et généralement, en tout cas dans mon cas, il n'y a pas des choses plus élaborées, plus sophistiquées que ça. C'est une idée qui m'excitait un peu et qui avait, à mon sens, un potentiel littéraire intéressant et qui me donnait envie d'écrire. C'est elle qui fait vraiment le lien de ce livre, avec évidemment aussi et forcément des gens qui vont croire avoir compris, alors que peut-être il n'y a rien à comprendre, et notamment, si je me souviens bien, la belle-sœur, il y a énormément de racisme à l'égard des personnes asiatiques, comme à l'égard des personnes non blanches. La culture occidentale projette sur les femmes asiatiques une série de stéréotypes, etc. J'ai décidé que mon identité, ce serait autre chose que femme racisée issue de l'adoption. En tout cas, je vous trouve très courageuse, dit-elle à N7A, dans votre façon de trouver une identité au-delà de la barrière des espèces. Le spécisme est aussi insupportable que le sexisme et le racisme. Pourquoi l'espèce humaine serait-elle supérieure aux autres espèces? Mais qu'est-ce qui vous fait sentir vache? Pourquoi vache et pas brebis, par exemple? Je n'ai pas choisi, c'est parce que je suis vraiment une vache. On est dans une caricature d'une grande thématique de notre époque, quand même, qui est ce... Voilà, dans le racisme, évidemment, c'est catastrophique. Non, mais c'est pas une caricature. Enfin, moi, j'ai plein de copains et de copines qui parlent et qui pensent comme ça. Oui, mais peu importe, c'est intéressant, c'est quand on voit toutes les certitudes qu'on peut avoir sur le monde, sur les choses, et que ces certitudes viennent régulièrement en fait se fracasser contre l'inattendu. Et c'est ce qui se passe au quotidien dans le monde, évidemment. Soudain, une épidémie mondiale frappe le monde, soudain, une guerre provoque des prix d'énergie, etc. Toutes les certitudes qu'on pouvait avoir sur l'économie, sur la sécurité sociale, sur la vaccination ou non, viennent se fracasser contre ces trucs-là. Et généralement, c'est souvent ceux qui n'ont pas d'imaginaire, qui s'accrochent de toute force à ces certitudes-là, qui finissent par perdre pied. Voilà, donc c'est peut-être un personnage, le personnage de Nceta, qui vient mettre à mal de manière amusante, j'espère, des tas de personnages accrochés à leur certitude ou accrochés à leurs doutes, parce qu'on peut être accroché à des doutes aussi, ce qui n'est pas plus confortable. Voilà, c'est tout. Ça me faisait marrer, et vu que ça me faisait marrer, je me dis, si ça me fait marrer moi, bah, ça fera peut-être marrer les lecteurs. Et c'est quand même aussi important, et après je me tairai pour laisser parler des autres, mais enfin en tant que lecteur, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, et quelquefois, dans les grands romans que j'aime, un grand roman qui permet de faire un grand voyage, et un grand beau voyage émotionnel, c'est important, mais si en plus il peut me faire rire, je trouve ça génial. Et c'est très intéressant aussi de quelle manière à la fois l'imaginaire est déconsidéré dans le monde et en littérature, mais alors quand vous faites marrer les gens dans un roman, comment l'humour en littérature est déconsidéré. Si c'est marrant, c'est pas un bon roman. Vous voyez, tu vois, oui, c'est marrant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très triste. Moi, généralement, c'est vrai que dans la littérature française actuelle, c'est rarement drôle. Ah ouais, c'est grave. Mais c'est grave, c'est terrible. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une chose par rapport à cet humour, dans mon dernier livre, il y en a moins. Et quelqu'un m'a dit ça récemment, et je me suis dit, mince, c'est vrai ça quand même, parce que je pense que j'en mets toujours un peu. Et là, il y a quelque chose tout d'un coup de moins non, mais alors quand tu lis les grands, tu vois, tu lis du Flaubert même, qui est son sentimental, c'est super drôle. Il y a des moments très drôles. Tu vois, il y a plein, Garcia Marquez, c'est super. Mais je crois que s'il n'y a pas d'ironie, il manquera toujours quelque chose, même si elle n'est pas omniprésente. Et par conséquent, on pourrait peut-être se dire qu'après tout, ça serait pas si mal d'écrire des romans feel good. Oui, mais alors le feel good, ça dépend comment on le prend. Le vrai feel good, c'est quelque chose qui est extrêmement déprimant en fait, parce que ça vous prouve qu'on ne peut pas changer le monde, mais il faut changer soi. Voilà, qu'on peut porter un nouveau regard sur le monde pour être heureux. Alors que moi, j'ai pas du tout, moi j'ai juste envie de défoncer le monde. Voilà, et là je me sentirais mieux. Mais c'est pas moi qui dois changer, c'est le monde qui va pas bien. D'accord, ok. Alors, terminons avec Emmanuel. Pour rester dans le temps qui vous est imparti, mais ce sera possible, je crois. Alors là, on est dans un univers tout à fait différent. Donc, disons qu'on reste à peu près dans la réalité chez Geneviève, dans une réalité complètement explosée par l'arrivée de Nceta chez Thomas, mais dont le cadre, c'est ça que
tu as tout à fait raison. Hein, donc, chez Thomas Owen, on n'est pas plongé dans des monstres qui viennent de partout, mais tout à coup, il y a une boulevard en dessous d'un meuble et ça suffit à tout changer. Hein. Et chez Emmanuel, on est peut-être plus dans un univers que nous ne connaissons pas quotidiennement, sauf qu'on va retrouver, je sais pas moi, les plaines de l'Asie, de l'Europe centrale, l'Islande, etc. Sauf que ça se passe dans un univers, pour simplifier, post-apocalyptique, où seuls ont survécu environ 1 million d'êtres humains. Ah, je suis désolée, non, il y a 1 milliard de gens sur Terre, c'est une des choses qui n'a pas été corrigée dans le roman. Parce je suis ulcérée d'ailleurs, parce que c'était pas du tout. Il y a 1 milliard de gens. J'avais décidé qu'il n'y aurait plus que la même chose qu'il y avait à la fin de l'Empire romain. Pour moi, c'était un peu une espèce de chiffre idéal, comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais 400-500 millions de personnes, ça semblait très bien. Peu importe. Et là, tout d'un coup, 500 000, ça ne va pas du tout, et c'est vraiment une erreur. C'est ma très grande idée. Tu vois, dans tous les bouquins. Absolument, absolument. Et là, ce n'est pas des moindres. Mais non, mais ce n'est pas la première fois, Daniel, qu'on parle de ce Ça sera corrigé dans le second tirage. C'est un détail, mais je dis, bon, l'humanité est repartie à zéro. Oui, elle est repartie à peu près à zéro. Et on a un système matriarcal, et là aussi c'est l'idée du roman, qui s'est imposé et où tout était inversé par rapport à l'univers patriarcal traditionnel, pour quelques lignes. L'humanité avait complètement disparu du monde nouveau, et c'était à mon sens une excellente nouvelle pour l'avenir du vivant, mais la Terre accepta la renaissance de l'humanité, parce que c'est finalement la Pachamama, la Terre-Mère, ici, il faut quand même dire que ça, c'est le mythe que les hommes se sont racontés après que l'espèce humaine s'est rendue compte qu'elle avait survécu à quelque chose de terrible, que je ne décris jamais d'ailleurs, mais enfin, c'est tout à fait multifactoriel, libre à vous d'imaginer n'importe quoi, c'est pas ce qui manque, hein, les sources d'imagination d'un monde post-apocalyptique. Mais ça, effectivement, c'est quand même une mythologie à laquelle, enfin, c'est comme les religions aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde n'y croit pas, évidemment, que l'espèce humaine n'a pas disparu. Mais c'est ce que les hommes se sont racontés pour pouvoir se donner une seconde chance de repartir sans détruire. Mais donc, la plus importante des conditions était que les femmes fussent dorénavant les maîtresses du monde, les gardiennes de toute forme de pouvoir. Et ensuite se pose la question, les femmes sont-elles plus aptes à exercer le pouvoir, ont-elles plus d'empathie, de sens de la justice et de l'équité, etc. La réponse est non, finalement, à peu près. Oui, enfin, au fur et à mesure du livre, elle est en tout cas pas positive. Et donc, ça c'est vraiment l'idée de départ du roman, je suppose. Alors, moi, j'ai bien aimé ce que Thomas disait tout à l'heure de la littérature. C'est vrai qu'en fin de compte, on peut raconter absolument n'importe quoi, du moment que c'est pas ennuyeux et que ça en est, comme disait mon père. C'est pas parce qu'il disait ça du vin, il disait ça de la littérature. Il a passé toute sa vie à essayer de savoir ce que c'était que la littérature, ça en est ou ça en est pas. Voilà. Ici, bon, alors je pourrais effectivement vous raconter pourquoi, comment, etc. Est-ce qu'en soi, oui, ça peut être intéressant quand même, parce que c'est un monde, parce que c'est une projection dans un avenir et qu'effectivement, cette projection, chez moi, c'est clairement une manière d'exprimer des angoisses qui sont de plus en plus grandes par rapport à ce qui nous menace, et que plutôt que d'imaginer le moment où ça barde, j'aime autant imaginer la survie et le moment où ça se reconstruit. Et que voilà, et moi c'était une façon très égoïste, très, très personnelle, de pouvoir traverser ce monde sans devenir complètement dingue ou complètement dépressif. Donc je propose un autre monde, un après, qui met évidemment, vous l'aurez compris, puisque Daniel a mis le doigt d'emblée, c'est pas, parce que les femmes effectivement au pouvoir, ça me faisait fantasmer au départ, c'était vraiment chez moi un grand rêve, et puis c'est dans l'écriture, c'est quand les personnages commencent à naître et qu'ils vous embarquent un peu malgré vous, vous vous rendez compte que non, ça ne sera pas quelque chose de très manichéen qui va expliquer tout d'un coup que les femmes sont meilleures que les hommes. Ça ne peut pas, d'ailleurs ça ne m'aurait pas du tout ressemblé, même si au départ j'avais une espèce d'idée d'utopie comme ça, et qu'elle s'est très très vite déconstruite, et très vite dès le début du roman, j'ai créé des personnages féminins qui sont terribles, qui sont franchement effrayants. Les femmes qui ont le droit sur le corps des hommes, les hommes se font violer par les femmes. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles prennent leur revanche sur des millénaires de... Bon, alors, je suis pas... C'est horrible, en réalité. Moi, je vois pas du tout un monde comme celui-là. En tout cas, pas idéalement, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe.
se passe. Et ça, et comme Daniel le disait tout à l'heure, c'est des moments où l'écriture écrit, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez une sorte de canevas d'univers qui se met à exister, un monde de croyances, la manière dont vivent les gens, et puis tout d'un coup les choses s'emballent et elles vous échappent un peu, et les personnages naissent, se meuvent, ont des destinées, répondent à des... Chez moi, il y a une espèce c'est quand même un peu... il y a un fatum comme ça, il y a un destin très très puissant, puisque j'avais très envie de décrire quelque chose qui soit un peu... qui flirte avec le mythe, avec la tragédie, etc. Et donc voilà, mais effectivement, ce monde matriarcal, il est pas du tout idéal, mais il est quand même fantasmatique. Enfin, je pense, en tout cas, les gens qui l'ont lu jusqu'à présent, il y a quelque chose qui les terrifie, et en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Même les hommes, hein, pas seulement les femmes, qui est de l'ordre de... ah, ça doit être quand même une expérience assez incroyable, et est-ce qu'on la risquerait pas, même si c'est terrible? Enfin, de toute façon, moi, je pense que l'histoire humaine, elle est marquée au sceau du drame. À partir du moment où il continue à y avoir des humains sur Terre, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on se retrouvait dans un monde pacifique. Ça, c'est complètement délirant. On essaye d'ailleurs de nous faire croire que c'est comme ça, que c'est l'idéal que partagent les hommes depuis toujours. Ce n'est pas vrai. D'abord, ça n'a pas été un idéal pendant très longtemps. C'est très très récent, cet idéal de paix, etc. Pendant longtemps, l'humanité ne répondait pas du tout à ce genre de valeurs-là. Elle ne se construisait pas là-dessus. Donc ici, c'est un monde âpre, c'est un monde qui ressemble beaucoup plus à l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, des périodes terribles. Il n'y a plus de technosciences. Imaginez-vous, il n'y a plus moyen de se faire soigner comme aujourd'hui, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien du tout, et tout ça a été... c'est d'autant plus difficile, je pense, à vivre que ça a existé, et qu'on sait que ça a existé, alors qu'à la différence de l'Antiquité et du Moyen-Âge, ça n'avait jamais existé. Ici, les hommes savent que c'était possible d'aller dans un hôpital, d'avoir chez soi du chauffage central, et tout d'un coup, à un moment donné, l'humanité a décidé, à travers les femmes principalement, effectivement, que tout ça n'aurait plus cours. Et que c'était banni, que c'était proscrit. Donc c'est une nouvelle religion, finalement, avec ses fanatismes, avec ses excès et ses extrémismes que le livre explore, mais avec aussi sa dose de merveilleux, parce que là, il faut quand même en parler. Vous avez un peu l'impression que c'est... J'ai l'impression d'en parler comme ça a l'air un peu politique, alors qu'en réalité, ça l'est un peu, mais c'est aussi très romanesque. On est dans un autre univers, hein, un peu comme dans Nous et les hommes, même si là, on est plus dans un univers connu, entre guillemets, non, mais pas, voilà, puis western canadien. C'est le 17e, voilà. Bon, voilà. Tandis qu'ici, non, ça n'a jamais existé. Tu as parlé de drame de l'humanité et de tragédie. J'adhère plus à la notion de tragédie, parce que le drame, c'est quand même le drame bourgeois, hein, c'est un peu familial, comme ça, de monsieur tout le monde. Tandis que la tragédie, on est dans le plus haut degré, et on est chez les reines, on est dans une aristocratie nouvelle, et alors, avec une place importante de la mythologie, des mythologies, Orphée, Eurydice, les Amazones, les parcs jouent un très très beau rôle imagé, Antigone, la mythologie slave ou les légendes slaves, la Bayaka, la sorcière, etc. Et la tragédie shakespearienne, Othello, qui revient constamment. Ça, c'était, si j'ai bien entendu, un substrat de départ. Ou bien non, ça s'est ajouté. Non, ça c'est vraiment... Oui, enfin, chez moi, le récit, à l'intérieur du récit, elle compte toujours beaucoup. Dans tous mes livres, on raconte des histoires tout le temps. Les personnages racontent des histoires. Enfin, et ici... c'est tombé sous le sens quand j'ai décidé de placer mes deux héros, cette très jeune fille, Feist, et Milo, son amoureux, dans une tribu nomade, puisque j'ai imaginé que dans un monde post-catastrophe, les gens seraient rejetés sur les routes assez brutalement et iraient rejoindre des gens qui déjà pratiquaient le nomadisme, et donc ces tribus qui traversent l'Europe et qui évidemment véhiculent des récits. Ce sont des gens qui ont refusé l'écriture et la lecture. Vous savez que déjà, chez les Tziganes et beaucoup de Roms, l'écriture c'est tabou. Et ils en sont revenus à ce mode de communication non écrite. Et le récit, évidemment, le récit oral, le récit incarné dans le souffle, etc., est très important. Et ils racontent des histoires, ils racontent les vieux mythes. Et il y a aussi des troupes de comédiens. Qui jouent Shakespeare. Alors pourquoi les vieux, pourquoi Orphée, Eurydice, pourquoi est-ce que toute la mythologie scandinave ressurgit effectivement chez Edda des Amazones, la reine du Danemark? Effectivement, on a le sentiment comme ça que l'humanité, après avoir fait un énorme bond dans le temps, a
avoir traversé des choses très dures. C'est comme, en tout cas moi, sans doute quelque part très personnellement, ça m'apaisait d'imaginer une humanité qui, après avoir péniblement survécu et s'être douloureusement reconstruite, se reconnecte à des choses très originelles, à des choses très anciennes, avec lesquelles peut-être d'ailleurs elle a plus à voir dans un monde futur tel que je l'imagine que nous aujourd'hui. J'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte d'écho absolument naturel et de résonance qui venait naturellement entre ces populations futures qui vivent dépourvues, dépouillées de technosciences, du progrès technique scientifique, et ces mythes qu'ils racontent. Eux doivent se sentir en tout cas très proches. Et puis il y a quelque chose d'apaisant à se percevoir dans un monde qui est redevenu quand même très dangereux, avec des immensités non peuplées d'humains. Il faut imaginer, enfin moi, il y en a que ça terrifie, moi ça me plaît énormément d'imaginer un monde où tout d'un coup le vivant, tout le vivant a repris ses droits, et où l'homme traverse des immenses forêts en ayant très peur pour sa vie. Ben voilà, ici, les mythes, je pense que ça donne le sentiment à l'être humain, comme ça nous le donne d'ailleurs aujourd'hui, en réalité, je veux dire, ça ne cesse jamais, de faire partie d'une immense chaîne. Il y a une sorte de sentiment d'appartenance, de fraternité au-delà du temps, enfin des choses comme ça, voilà. Et en même temps, forte présence de la solitude. C'est vrai, c'est très juste. Absolument, mais ça, oui, les hommes sont des personnages très simples. Ce n'est pas un univers simple, c'est un univers de complexité. Un personnage principal qui écrit en italique, tandis que le reste est en roumain, s'appelle Alba. Mais Alba, la blanche, donc par définition latine, elle est noire à l'intérieur d'elle-même, elle se sait noire, elle se croit noire. Donc, il y a vraiment un très bon travail, disons, sur les mots, le sens des mots. Quelqu'un qui s'appelle Faith, c'est la foi, Hope, c'est l'espoir. Donc, il y a toute une série d'éléments comme ça qui sont... Ça part d'un schéma général préétabli comme les enveloppes jaunes de Simenon avec tous les noms, ou bien ça vient après? De nouveau, enfin oui, Faith et Milo, ils étaient là très tôt quand même, comme Alba. En fait, voilà, il y a des éléments qui sont fonctionnels. Les personnages, chez moi, dirigent tout. C'est eux qui m'emmènent. Je n'ai pas de squelette bien défini de l'histoire. J'essaye d'être la moins précise possible au départ parce que je sais que je vais être surprise. J'attends d'être surprise par l'écriture vraiment d'abord, comme tu disais Thomas, il y a ce travail en soi qui est tellement, comment vais-je dire, une matrice d'histoire en réalité, une matrice d'émotions, et à partir du moment où vous lui faites confiance, où vous vous attardez véritablement à la langue et à ce qu'elle peut, oui, aux mots, à la langue, au langage, et à celui qui est le vôtre, trouver ce qui sera singulier, qui fera que ça ne ressemblera pas à quelqu'un d'autre qui racontera la même histoire. À partir du moment où vous prenez du temps, eh bien ce langage va être source, c'est très étrange à dire, hein, je sais quand je dis ça, voilà, mais va être source d'histoire, va être source de récit, va être source d'articulation et de personnages. Et donc chez moi, c'est vrai que quand les personnages sont là, il y a eu effectivement d'abord Milo Faith d'un côté de l'Europe, qui traverse les steppes en revenant avec des chevaux à vendre, et Alba qui est sur une île perdue au milieu de l'Atlantique, qui est cette femme, la blanche, qui est très sombre, comme tu le disais Daniel, qui donc à 50 ans est une sorte de sibylle, d'oracle sur une île déserte et qui décide de raconter sa vie. Et je savais qu'il y avait ces trois personnages, mais en dehors d'eux, je dois avouer franchement que les choses se sont véritablement tissées au fur et à mesure de l'écriture, ce qui se passe tout le temps. Alors je ne dis pas que il y avait quand même des grands moments qui se profilaient, des espèces de climax quand même, parce que bon, j'écris pour le cinéma, je ne peux pas dire que c'est vrai que dans une bonne histoire, quand c'est bien construit, il y a quand même des moments qui sont d'ailleurs que vous pressentez attendus par le lecteur et que vous-même en tant qu'écrivain vous attendez. Si vous faites un petit peu, si vous écoutez un petit peu, vous dites là quand même, je sens qu'il faudrait ce moment de, je ne sais pas, où il se passe telle chose, je ne vais pas vous raconter, mais et parce que je pense qu'il y a aussi chez l'écrivain, je crois, une possibilité par moment de se transposer en lecteur et de sentir le rythme du livre, quel rythme il doit prendre, et quel pic et quel creux, etc. Mais sinon, je n'avais pas vraiment d'idée très, très claire sur ce qui allait se passer. J'aime bien l'image, les choses se sont tissées, parce qu'à la fois tisser texte
textile, tissu. Ah ben complètement. Pour moi, l'écriture, ça a vraiment plus à voir avec l'artisanat, quelque chose d'hyper manuel. Voilà. Étrangement, je le perçois comme ça. Quand je me vois en train de travailler, ou quand je dis tiens, je vais travailler, alors on se projette quand on fait autre chose, ou tiens, demain, à tel moment, je vais commencer à écrire, c'est comme si je me mettais à un métier à tisser. Il y a vraiment quelque chose de physique, alors que ça ne l'est pas du tout. Et en même temps, l'écrivain part qui tisse, qui file, qui tisse et puis qui coupe. Vous avez le droit de vie et de mort sur vos sujets. C'est terrible d'ailleurs. Il est complètement traumatisant. Petite Ah, mais question, pour moi, oui. dernière petite question quand même. Quand Jean-Claude Van Troyen attribue 4 étoiles aux reines dans le soir du 17 et vous désigne comme la reine du romanesque, vous savez, quand on demandait à Sarkozy s'il pensait à l'élection présidentielle en se rasant, il a dit pas seulement en me rasant, mais vous en vous poussant les dents, le recel, quelquefois. Je serais bien un hypocrite en disant non, parce que bien sûr que oui, mais évidemment. Mais ce qui, au-delà de ça, enfin vraiment, l'article de Jean-Claude et le titre, ça c'est un cadeau absolument extraordinaire. J'en ai été extrêmement émue et c'est quelque chose qui continue à me faire du bien. Enfin, voilà. Après, oui, le procès, bien sûr, ça, voilà, Geneviève, Thomas, vous l'avez dit, on y pense. Quand on l'a eu, papa, quand on l'a eu, on n'y pense plus. Quand on ne l'a pas, franchement, qui dirait je n'y pense pas? Non, ça je voilà. Alors, je crois avoir dépassé notre temps de 4 minutes, mais j'espère que vous n'avez pas de reproches majeurs à me faire et je vous remercie pour votre intérêt.